Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a plus de 100 ans, mais qui refuse encore de livrer tous ses secrets. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez la scène, là. On est en décembre 1900. Une île rocheuse, complètement isolée au large de l'Écosse. Il y a 3 gardiens de phare qui travaillent là, seuls au monde. Et puis un jour, plus rien. Ils disparaissent. Sans un mot, sans une trace. C'est le début d'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette énigme-là en se basant sur les documents qu'on a. On va essayer d'aller au-delà de la légende, pour séparer les faits bruts des détails qui ont été inventés avec le temps. Séparer le vrai du faux. Exactement. On va examiner ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, et surtout, les questions qui, même un siècle plus tard, demeurent sans réponse. C'est une histoire où le vide, l'absence des hommes, est presque plus parlant que n'importe quel indice. OK, avant même qu'on parle de la disparition, il faut mettre la table. Décris-nous un peu l'endroit, les îles Flannantes. Ce n'est pas exactement une destination vacances, j'imagine. Ben non, pas du tout. On est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la côte écossaise. C'est un petit archipel de rochers constamment battu par les vents de l'Atlantique Nord. Et l'île Mort, l'île principale, est particulièrement inhospitalière. Il y avait même des superstitions, non? Oui, tout à fait. Les bergers des îles voisines y amenaient leurs moutons l'été, mais la croyance voulait que personne, absolument personne, ne devait y passer la nuit. On disait que c'était un lieu habité par des esprits, un endroit qui, tolérait pas la présence humaine trop longtemps. Un décor parfait pour une histoire de fantôme, déjà. Et c'est là qu'on décide de construire un phare. Exactement. Malgré les légendes, le besoin était bien réel pour la navigation. La construction, ça a été un enfer. Ça a pris 4 ans. Les travaux étaient tout le temps interrompus par des tempêtes monstrueuses. Wow! Le phare a finalement été allumé le 7 décembre 1899, un an presque jour pour jour avant le drame. Et il faut vraiment comprendre l'isolement. On est en 1900, il n'y a pas de radio, pas de téléphone. La seule communication possible, c'est par des signaux visuels avec des bateaux, et encore seulement si le temps le permet. Sinon, les gardiens sont coupés du monde. Donc, ils sont littéralement au bout du monde. Et au cœur de cette solitude, on a nos 3 hommes. Donald MacArthur, Thomas Marshall et James Ducat. La dernière fois qu'on les a vus vivants, c'est le 7 décembre 1900. C'est bien ça. C'est ça. Le surintendant du Northern Lighthouse Board, un certain Robert Muirhead, a fait une visite de routine ce jour-là. Il est la dernière personne connue à leur avoir parlé, à leur avoir serré la main avant de rembarquer. Si fou de penser à ça. Il a dû les regarder s'éloigner sur le quai, sans se douter une seconde qu'il était le dernier à les voir. Après cette poignée de main, c'est le silence. Total. OK, la scène est plantée. Et c'est là que le silence commence. Le premier à se rendre compte que quelque chose cloche, c'est même pas un navire de secours, c'est un navire de passage. Hein? Exactement. Une semaine plus tard, le 15 décembre, le SS Art Store, un vapeur américain, passe au large de l'île, en pleine nuit. Et là, le capitaine remarque quelque chose d'impensé. La lumière du phare est éteinte, ce qui ne devrait jamais arriver. Jamais! Pour une installation aussi cruciale, c'est une anomalie extrêmement grave. Il signale l'incident en arrivant au port, mais une tempête d'une rare violence se déchaîne sur la région. Et on peut rien faire, on doit juste attendre. C'est frustrant. C'est la dure réalité de l'époque face à l'océan. Toute intervention est impossible. Le navire de relève, le Hesperus, qui devait partir le 20, est cloué au port. Il peut finalement prendre la mer que le 26 décembre au matin, le lendemain de Noël. J'imagine la tension à bord. Ils savent que le phare est éteint depuis au moins 10 jours. Absolument. En approchant de l'île, le capitaine du Hesperus, Jim Harvey, il suit la procédure. Il sonne de la corne, il lance une fusée de détresse pour signaler son arrivée. Normalement, les gardiens auraient dû répondre, hisser le drapeau, mais là, rien. Rien. Un silence de mort, uniquement brisé par les cris des goélands. Pas un signe de vie. C'est là que ça commence à donner la chair de poule. Le gardien de relève, Joseph Moore, il débarque seul. Il a le premier à poser le pied sur l'île. Il a raconté plus tard avoir eu un très mauvais pressentiment en montant la longue série d'escaliers taillés dans la falaise. Il criait le nom de ses collègues, mais seul l'écho lui répondait. Et en haut? Arrivé en haut, il trouve le portail du complexe fermé, puis la porte principale du phare, elle aussi, fermée. Attends, les portes sont fermées? Mais de l'intérieur ou de l'extérieur? Verrouillées? Juste fermée, pas verrouillée.
comme si la dernière personne à sortir avait pris le soin de tirer la porte derrière elle, ce qui est déjà en soi un peu étrange. Ouais. Moore entre, et à première vue, tout semble bizarrement normal. Les lits sont défaits, comme si les hommes venaient de se lever, la vaisselle est faite, rangée, les lampes du phare sont propres, remplies d'huile, prêtes à être allumées. Mais il y a des détails qui clochent. Lesquels? Dans les cuisines, une chaise est par terre, renversée, comme si quelqu'un s'était levé très, très brusquement. Et le détail le plus glaçant, Oui. toutes les horloges du phare se sont arrêtées. C'est un cliché de film d'horreur, mais là, c'est réel. Un ordre presque parfait à l'intérieur, mais la vie s'est juste arrêtée. Et dehors? Dehors, c'est le chaos. Le débarcadère Est, où Moore a accosté, est intact. Mais quand l'équipage va inspecter le débarcadère Ouest, c'est une autre histoire. OK, mais c'est là que ça devient complètement fou. Le débarcadère Ouest, c'est une scène de fin du monde, c'est ça? C'est le mot. Les dégâts témoignent d'une violence presque inimaginable. Une grosse boîte de rangement, pourtant fixée à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, a été pulvérisée. Son contenu éparpillé partout. 30 mètres? Les balustrades en fer forgé sont tordues comme du fil de fer. Une voie ferrée utilisée pour monter le matériel a été complètement arrachée de son socle en béton. Ça donne une idée de la force brute dont on parle. Et c'est pas le plus impressionnant. Un rocher pesant plus d'une tonne a été déplacé. Mais le détail qui a stupéfié tout le monde se trouve au sommet de l'île, à plus de 60 mètres au-dessus des vagues. Quoi donc? Sur une distance de 10 mètres à partir du bord de la falaise, le gazon a été arraché comme si une main géante l'avait scalpé. C'est-tu possible, ça? Des vagues qui montent à 60 mètres de haut? Mais c'est ce que les preuves suggèrent. Une force de nature phénoménale. Alors, au milieu de ce décor, entre l'ordre de l'intérieur et le chaos de l'extérieur, on trouve deux indices cruciaux. Le premier, c'est le journal de bord. Et qu'est-ce qu'il dit? La dernière entrée date du 15 décembre au matin. Elle décrit la tempête et, fait très important, elle mentionne que les dégâts sur le débarcadère ouest sont déjà survenus. Donc les hommes étaient au courant du danger. OK, il savait. Et le deuxième indice? Dans le vestibule, ils trouvent les vêtements de protection des gardiens, leur ciré imperméable. Deux ensembles manquent, ce qui est logique, mais le troisième est là, bien accroché à son pateur. Le ciré qui reste. Pour moi, c'est ça le détail qui tue. Le truc qui colle pas. Un gardien de phare avec de l'expérience qui sort en pleine tempête sur l'Atlantique Nord sans son équipement, ça n'a aucun sens. Ça crie l'urgence. L'urgence absolue, une panique qui a tout balayé. C'est contradictoire que les théories vont commencer à se construire. Mais avant d'y arriver, il faut faire attention, parce que cette histoire a été tellement... Embellie avec le temps. Oui, c'est crucial de le mentionner, parce que sans ça, on analyse une fiction, pas un mystère. C'est fou comment ces détails inventés sont devenus plus connus que la vérité. Parle-moi des plus gros mythes. Le plus tenace, c'est celui du repas à moitié mangé retrouvé sur la table. C'est une image très forte, tu sais, les hommes interrompus en plein dîner par quelque chose d'horrible. Mais c'est faux. Totalement faux. C'est un ajout classique dans les histoires d'un navire fantôme. Les rapports officiels sont clairs, la vaisselle était propre et rangée. Puis il y a aussi les fameuses entrées du journal de bord, celles qui décrivent une ambiance terrible, un gardien qui pleure, un autre qui est irritable. Jamais existé. C'est une pure invention, publiée des années plus tard dans un magazine à sensation américain. Le vrai journal contenait des notes techniques, météorologiques. Rien de plus. Aucune mention d'un drame psychologique entre les hommes. Pourquoi tu penses que ces mythes-là collent autant à l'histoire? Le repas froid, le gardien en larmes. Parce qu'ils donnent un scénario humain facile à comprendre. Le repas, ça suggère une interruption soudaine, quelque chose d'extérieur, de surnaturel peut-être. Les larmes, ça suggère la folie, un huis clos qui a mal tourné. Ce sont des explications narratives bien plus satisfaisantes que le simple et frustrant « on ne sait pas ». OK, donc on met les mythes de côté, on se concentre sur les faits. Forcément, les théories ont dû fuser, des plus folles aux plus rationnelles. On a eu droit à tout. Un meurtre-suicide, un enlèvement par des espions étrangers, un monstre marin, une barque fantôme. Et avec le temps, bien sûr, l'enlèvement par des extraterrestres fait son apparition. Attends, on a des portes fermées, un ciré manquant, des dégâts monstrueux. Comment est-ce que l'enquête officielle a bien pu relier tous ces points-là? L'enquête officielle du Northern Lighthouse Board a écarté toutes les théories fantastiques pour se concentrer sur l'explication la plus simple, la théorie de la vague scélérate. Et le scénario, ce serait quoi, mettons? Le scénario le plus probable est le suivant. Après la tempête, Thomas Marshall et James Dukas sont sortis pour sécuriser du matériel sur le débarcadère ouest endommagé. C'est dangereux, mais nécessaire.
Pendant ce temps, conformément au règlement, Donald MacArthur est resté à l'intérieur. OK, ça se tient. Un gars reste toujours de garde. Exact. De son poste d'observation en hauteur, MacArthur aurait vu arriver quelque chose que ses collègues en bas ne pouvaient pas voir. Une vague anormale, une vague scélérate, beaucoup plus haute et puissante que les autres. Ah, OK. Comprenant le danger de mort immédiat, il se serait précipité dehors pour les avertir. Et dans sa panique, il n'a pas pris le temps d'enfiler son ciré. Donc, en gros, 2 gars sont dehors, le troisième à l'intérieur voit la vague du siècle arriver, il court les prévenir sans prendre son manteau. Et boum, la vague les emporte tous les 3. C'est le scénario qui explique le plus de choses avec le moins d'éléments extraordinaires. La chaise renversée, c'est son départ précipité. Le ciré resté à l'intérieur, c'est le sien abandonné dans l'urgence. Ça explique même pourquoi les 3 hommes se trouvaient dehors en même temps, en violation des règles. C'est logique, c'est rationnel et ça s'appuie sur les preuves de la violence de la tempête. C'est une explication propre. Exactement, c'est l'explication officielle. Sauf que cette explication, elle a des failles. Des grosses failles qui font que le mystère reste entier. C'est là que ça redevient intéressant. Vas-y. Première question. Si MacArthur est sorti en courant dans une panique folle, pourquoi est-ce que la porte du phare et le portail du complexe ont été retrouvés fermés derrière lui? Dans l'urgence, on laisse tout ouvert, non? Bon point. Deuxièmement, comment 3 gardiens aussi expérimentés, des hommes dont le métier est de vivre avec l'océan, ont-ils pu être surpris à ce point? Ils connaissaient la mer mieux que quiconque. C'est vrai, ils n'étaient pas des touristes. Et la question la plus troublante de toutes, si les 3 hommes ont été balayés par une vague, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais retrouvé un seul corps? Dans ces eaux, il est fréquent que la mer finisse par rejeter les corps. Mais ici, rien. Jamais. Le fait qu'on n'ait jamais retrouvé les corps, c'est ça qui est le plus dérangeant. Dans un océan aussi agité, on s'attendrait à ce que la mer finisse par rendre quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé au phare après ça? De nouveaux gardiens ont été nommés et le phare a continué de fonctionner sans aucun autre incident notable pendant plus de 70 ans. Il a été automatisé en 1971 et il fonctionne encore aujourd'hui. La prétendue malédiction ne s'est jamais manifestée à nouveau. Mais le mystère, lui, il est resté. Et il est resté entier. Pour conclure, il y a cette situation incroyablement poignante du surintendant Murred, le dernier à les avoir vus. Dans son rapport, il écrit « Je leur ai rendu visite pas plus tard que le 7 décembre, et j'ai le mélancolique souvenir d'avoir été la dernière personne à leur serrer la main et à leur dire adieu. » On sent tout le poids de l'histoire dans ces mots-là. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans notre monde, on cherche des réponses claires, des solutions logiques à tout. On veut que les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et ici, elles ne s'emboîtent pas. Il manque des pièces. Il manque les pièces les plus importantes. Et c'est peut-être ça, le rôle de ce mystère. Dans un monde où on peut tout expliquer, tout analyser, que faire d'une énigme qui résiste? Peut-être que le silence d'Alan Moore nous rappelle simplement que la réalité parfois est beaucoup plus étrange et beaucoup moins ordonnée que toutes les histoires qu'on pourrait inventer pour la remplacer.